Bonjour à tous. Dans cette deuxième vidéo de la partie D, nous allons voir la suite et la fin des réactions d'addition sur les systèmes pi nucléophiles. En commençant par la réaction d'addition électrophile via ion allonium ponté, qui sera la fiche numéro 13 du cours et qui est abrégée sous forme de ce sigle AE allonium. Au niveau du bilan réactionnel, nous partons ici d'un alcène avec des atomes de carbone hybridés sp2 qui sera mis en réaction avec un réactif de type dihalogène ou apparenté pour créer deux nouvelles liaisons sigma carbone-halogène et donc finir avec des atomes de carbone hybridés sp3. Il est aussi possible de faire une réaction à partir d'un alcyne, donc un atome de carbone hybridé sp, et aller vers un produit hybridé sp2. Au niveau du mécanisme réactionnel, nous avons un mécanisme apparenté à celui d'addition électrophile via carbocation, vu dans la vidéo précédente, mais avec une différence qui aura des implications fondamentales sur les sélectivités. Dans une première étape, l'alcène, qui est nucléophile grâce à sa liaison pi, va pouvoir réagir avec le dihalogène. Le dihalogène isolé ne présenterait pas de polarisation de la liaison. En effet, les deux atomes d'halogène ont la même électronégativité. Mais si un composé riche en électrons s'approche, il va pouvoir repousser les doublets électroniques présents sur les deux atomes d'halogène, de telle sorte que l'atome d'halogène le plus proche de lui sera en fait appauvri en électrons, aura une charge partielle positive, et l'autre une charge partielle négative. Ceci est dû à la polarisabilité des nuages électroniques de ces atomes d'halogène. De cette façon-là, cette liaison pi vient interagir avec cet atome X qui possède une charge partielle positive, ce qui entraîne la rupture de la simple liaison entre les deux atomes d'halogène. Si nous faisions uniquement ces deux déplacements électroniques, nous aurions quelque chose de très proche au mécanisme précédent sur l'addition électrophile via carbocation. La différence est que maintenant cet atome d'halogène possède également des doublets électroniques non liants. L'un d'entre eux pourra donc venir se combiner avec le deuxième atome de carbone de la double liaison, et nous ne développerons pas un carbocation, mais cet intermédiaire réactionnel cyclique que l'on appelle un ion allonium ponté. Si nous regardons cet atome d'halogène ici placé sur la gauche, il reçoit une fois des électrons et il en perd deux fois, ici et ici. Il sera donc bien chargé positivement dans cet intermédiaire réactionnel. À côté de cela, l'autre atome d'halogène qui a récupéré les électrons se trouve sous la forme ici d'un ion halogénure, sur lequel il manque d'ailleurs un quatrième doublet électronique. Cette première étape est donc la formation réversible de cet intermédiaire réactionnel. La deuxième sera son évolution vers le produit final, qui se fera par réaction entre cet atome d'halogène, donc cette halogénure, et l'atome de carbone de l'ion allonium ponté qui est rendu électrophile par l'atome X électronégatif auquel il est lié, entraînant l'ouverture de ce pont et l'obtention du produit final. J'attire votre attention sur cette deuxième étape. Dans l'intermédiaire réactionnel, l'atome de carbone est hybridé sp3, et si vous regardez le type de réaction qu'il subit, c'est une réaction de substitution nucléophile. En effet, il possède 4 voisins sur l'intermédiaire réactionnel et 4 voisins dans le produit final. Cette substitution nucléophile se fait en une seule étape avec les deux déplacements électroniques simultanés. Il s'agit donc d'une substitution nucléophile de type SN2 que nous avons déjà vu précédemment, et il se produit donc une inversion de configuration. Le nucléophile doit interagir avec l'orbital sigma étoile carbone X et viendra donc à l'opposé de la liaison carbone X ici. C'est pour cette raison que les deux atomes d'halogène sont additionnés chacun sur une face de cet alcène. Au niveau de l'intermédiaire réactionnel, cet intermédiaire réactionnel ion allonium ponté est généralement beaucoup plus stable que le carbocation correspondant, notamment pour des atomes de brome ou d'iode. Donc ce n'est pas le carbocation qui sera noté et ce n'est pas lui qui traduira cette réactivité, mais bien l'ion allonium ponté. Au niveau du diagramme énergétique, nous sommes très similaires avec l'addition électrophile via carbocation, la seule différence étant la nature de l'intermédiaire réactionnel, mais c'est bien l'étape cinétiquement déterminante qui forme cet intermédiaire réactionnel peu stable,
et elle implique à la fois le substrat et le dihalogène, donc est d'ordre 2. Ce mécanisme est ici présenté pour appliquer un exemple. La première étape voit donc la formation de l'ion allonium ponté par utilisation de l'orbital pi de l'alcène qui vient réagir sur un des atomes de brome, entraînant la rupture de la liaison brome-brome. Et dans le même temps, un des doublets électroniques de l'atome de brome vient se combiner avec le deuxième atome de carbone du substrat. Ainsi, nous obtenons cet ion bromonium ponté qui va pouvoir être ouvert par le bromure pour donner le produit final. Si vous regardez, l'ion bromonium ponté a été représenté comme ayant une liaison plus longue ici du côté de l'atome de carbone le plus substitué. Donc c'est cette liaison-là qui va s'ouvrir. Nous en discuterons plus en détail sur la diapositive suivante sur les sélectivités. Pour le dihalogène symétrique, en fait, la question de la régiosélectivité ne se pose pas vraiment, car en fin de réaction, on fixe deux halogènes identiques sur chacun des atomes de carbone, un halogène sur chaque atome de carbone, donc il n'y a pas vraiment de question de régiosélectivité à traiter. Toutefois, il existe des dihalogènes non symétriques, le plus connu d'entre eux étant ici ICl. Il va donc falloir savoir dans ce cas-là quelle est la régiosélectivité de la réaction. Si nous regardons cet exemple, le réactif ICl possède l'atome de chlore comme étant le plus électronégatif, il a donc la charge partielle négative, et l'atome d'iode la charge partielle positive. Nous formons donc intermédiairement un ion iodonium ponté, car c'est l'atome d'iode qui va recevoir les électrons de l'alcène. Si nous regardons cet ion iodonium ponté, d'un côté il possède un atome de carbone peu substitué par des chaînes alkyles, et de l'autre côté substitué par deux chaînes alkyles. Dans ce cas-là, nous devons considérer quelle serait la position qui stabiliserait le mieux une charge positive. Et c'est bien sûr celle qui possède le plus de chaînes alkyles. Ce qui veut dire que la charge partielle positive présente sur cet atome de carbone est plus forte que celle présente sur l'autre atome de carbone. De cette façon, le chlorure, quand il viendra ouvrir l'ion iodonium ponté, viendra sur l'atome de carbone qui a la plus forte charge partielle positive, c'est-à-dire la plus substituée. C'est donc ce chemin rouge qui est prioritaire et qui nous donne ce produit majoritaire. Le chemin bleu est moins favorisé car la charge partielle positive est moins forte sur cet atome de carbone. D'un point de vue stéréospécificité, nous avons une stéréospécificité dite anti, c'est-à-dire que les deux atomes d'halogène sont fixés chacun sur une face de l'alcène. Prenons comme exemple ces deux alcènes qui sont diastéréomères E et Z et faisons-les réagir tous les deux avec le dibrome. Dans le cas de gauche, nous obtiendrons ce produit-là qui possède deux centres stéréogènes ici, mais si nous regardons, il a également un centre de symétrie à cet endroit-là qui projette cet atome de brome sur celui-là, ce méthyle sur celui-là et cet atome d'hydrogène sur celui-là. Ainsi, ce composé est achiral, malgré la présence de centres stéréogènes, il est donc dit méso. Dans le cas de l'alcène Z, nous obtenons ce produit-là qui a toujours deux centres stéréogènes, mais qui cette fois n'a ni centre ni plan de symétrie, et donc qui est chiral. Je n'ai représenté ici que ce composé-là, mais il possède un énantiomère, et ce que nous obtenons, c'est en fait le mélange des deux énantiomères en racémique, suivant sur quelle face se fait la formation du ion bromonium ponté. Ce que nous constatons, c'est qu'en partant de deux substrats diastéréomères, nous obtenons deux produits également diastéréomères entre eux. Nous avons donc bien affaire à une réaction stéréospécifique. Si nous regardons maintenant la stéréosélectivité dans le cas d'un alcène qui ne possède pas d'information stéréochimique au départ. Dans ce cas-là, l'ion iodonium ponté peut se former avec la même probabilité sur les deux faces de l'alcène. Après ouverture par le chlorure, nous obtenons ces deux produits qui possèdent un centre stéréogène ici, de configuration absolue opposée dans les deux produits. Ils sont donc énantiomères et vu que la formation du iodonium est équiprobable sur les deux faces, nous obtenons ici un racémique. Intéressons-nous maintenant à l'influence des différents partenaires de la réaction sur ce mécanisme. Pour le substrat carboné,
Ce mécanisme via ion allonium ponté va principalement s'exercer pour les alcènes portant des atomes d'hydrogène et des chaînes alkyles. Dans ce cas-là, plus l'alcène va être substitué, donc plus il va être riche en électrons, plus la réaction sera rapide. En effet, cet alcène réagit comme nucléophile, et cette richesse électronique stabilise l'ion allonium ponté. Ainsi, les alcènes tétrasubstitués sont les plus réactifs, et le non substitué est le moins réactif. Si l'alcène porte un substituant capable de stabiliser fortement un carbocation, par exemple un cycle aromatique comme ici, il y aura alors une compétition entre le mécanisme d'addition électrophile via ion allonium ponté et celui via carbocation. Voyons cet exemple ci-dessous. Nous pouvons former l'ion bromonium ponté à partir du substrat. Si nous regardons cet ion bromonium ponté, quand il est ouvert par le bromure, il ne devrait nous donner que le diastéréomère provenant de l'ouverture anti. Si nous imaginons que cet ion bromonium ponté est en équilibre avec ce carbocation ici, ce qui serait possible car ce carbocation peut maintenant être stabilisé par mésomérie avec ce groupement aromatique. Nous devrions avoir, quand le bromure vient réagir avec ce carbocation, un mélange en même proportion de l'ouverture via une ouverture anti ou une ouverture syn. Toutefois, ce que nous constatons expérimentalement, ce sont des pourcentages de 63% d'anti et 37% de syn, qui ne correspondent donc pas à 50-50 comme pour le carbocation, ou à l'obtention unique du diastéromère anti, comme pour l'ion allonium ponté. Ceci est donc la marque qu'il y a en fait une compétition entre les deux mécanismes dans cette réaction. Cet ion allonium ponté ne peut être invoqué que pour le brome ou l'iode et de façon plus marginale pour l'atome de chlore. L'atome de fluor étant trop peu électronégatif, il ne va pas vouloir partager ses électrons pour former l'ion fluoronium ponté, et il est également de très petite taille, ce qui rend compliqué ce type de réactivité. Certains ions allonium pontés peuvent être très stables quand ils sont très encombrés, ce qui est le cas par exemple à partir de cet alcène-là, où cet ion bromonium ponté a pu être caractérisé par des méthodes spectroscopiques. Toutefois, en général, c'est un intermédiaire très réactif que nous ne pouvons pas visualiser. Nous avons déjà vu le cas, pour la régiosélectivité, des dihalogènes non symétriques, et donc dans ce cas-là, c'est bien toujours l'atome d'iode le moins électronégatif qui va former l'ion allonium ponté correspondant. Il est aussi possible d'utiliser d'autres composés que des dihalogènes. Typiquement, ces composés, nous appelons des acides hypohalogéneux, dans lesquels un atome d'halogène est relié à un groupement hydroxyle OH. C'est l'atome d'halogène qui va porter l'électrophilie. Donc nous allons former un ion allonium ponté de la même façon que ce que nous faisons pour des dihalogènes, mais c'est ensuite tout simplement le groupement hydroxyde OH- qui jouera le rôle de nucléophile. Ce que nous obtenons dans ce cas-là n'est donc pas un composé dihalogéné, mais un composé portant un atome d'halogène et une fonction alcool. Enfin, l'ion allonium ponté peut aussi être ouvert par un nucléophile présent déjà sur le substrat, tel qu'une fonction alcool ou acide carboxylique. Dans ce cas ci-dessous, nous pouvons former l'ion allonium ponté grâce à la réaction sur le diode. Et à partir de là, cet ion allonium ponté peut être ouvert par l'anion carboxylate généré à partir de l'acide carboxylique et de cet hydrogénocarbonate de sodium via une réaction acido-basique. Je vous incite à essayer d'appliquer le mécanisme à ces deux réactions pour vérifier que vous avez bien compris son écriture. Passons maintenant au dernier mécanisme d'addition électrophile, qui est le mécanisme d'addition syn, qui représente la fiche numéro 14 du cours et que nous notons de cette façon-là à syn. Nous prenons toujours un alcène avec des atomes de carbone hybridés sp2 et nous le faisons réagir avec un composé YZ où nous créons les deux liaisons sigma carbone Y, carbone Z pour obtenir des atomes de carbone hybridés sp3. De la même façon, si nous utilisons un alcyne avec des atomes de carbone hybridés sp, nous allons vers un produit avec des atomes de carbone hybridés sp.
Cette fois, nous avons un système YZ avec une polarisation, Y qui porte une charge partielle positive et Z une charge partielle négative. Toutefois, Y n'est pas un proton ni un atome d'halogène et nous n'avons pas accès aux deux mécanismes vus précédemment. Dans ce cas-là, nous aurons alors un mécanisme concerté avec formation simultanée des deux liaisons carbone Y et carbone Z. Nous utilisons pour cela les deux électrons de la liaison pi qui viennent réagir sur l'atome ayant la charge partielle positive et les électrons de la liaison YZ viennent se combiner avec le deuxième atome de carbone de l'alcène pour former les deux liaisons via ce type d'état de transition où nous voyons ici la formation simultanée des deux nouvelles liaisons carbone Y et carbone Z et la rupture de la liaison pi et de la liaison YZ. Des réactions variées suivent ce schéma mécanistique général, éventuellement complété par d'autres déplacements électroniques qui sont spécifiques aux réactifs. Les cas les plus classiques sont les réactions d'hydroboration, d'hydrogénation, d'époxydation, il y en a aussi un certain nombre d'autres, et nous verrons quelques exemples détaillés par la suite après avoir rempli la fiche mécanistique. Il n'y a pas d'intermédiaire réactionnel dans cette réaction, et d'un point de vue énergétique, elle se fait en une seule étape, impliquant l'alcène et le réactif YZ, elle est donc d'ordre 2. Voici un exemple appliqué à la réaction d'hydroboration où nous utilisons ce borane BH3. L'atome de bore étant moins électronégatif que l'atome d'hydrogène, la liaison BH est polarisée de cette façon avec l'atome de bore qui a une charge partielle positive et l'atome d'hydrogène qui a une charge partielle négative. Cet atome de bore possède également une lacune électronique vu qu'il n'a que 3 liaisons. Il pourra donc réagir comme électrophile en acceptant les électrons de la double liaison carbone-carbone. Dans le même temps, nous utilisons les électrons de la liaison bore-hydrogène pour créer la liaison carbone-hydrogène et aller ainsi au produit final. D'un point de vue régiosélectivité, de façon générale, l'atome le plus appauvri en électrons va se fixer sur l'atome de carbone du substrat le plus riche en électrons. Si nous regardons ce substrat, cette position-là est la moins substituée, donc c'est celle qui stabiliserait le mieux une charge négative. Celle-ci est la plus substituée, c'est celle qui stabiliserait le mieux une charge positive. Ainsi, nous avons ces charges partielles, négatives sur l'atome de carbone le moins substitué et positives sur le plus substitué. Ensuite, nous combinons cela avec les plus et les moins sur le réactif en faisant réagir l'atome de carbone qui a la charge partielle négative sur l'atome de bore qui a la charge partielle positive. Les facteurs stériques vont dans le même sens. L'atome de bore étant plus volumineux que l'atome d'hydrogène, il se fixe bien sur l'atome de carbone le moins encombré. Ainsi, nous obtenons ce produit représenté en rouge comme majoritaire et celui en bleu comme minoritaire. Au niveau de la stéréospécificité, les deux réactions se créent simultanément, elles se créeront donc sur la même face de l'alcène. Ainsi, si nous partons de ces deux substrats de configuration E et Z qui sont diastéréomères dans cette réaction d'hydroboration, nous obtiendrons des produits qui eux-mêmes vont être diastéréomères. La réaction est donc bien stéréospécifique. Il est à noter que chacun d'entre eux est bien obtenu sous forme d'un racémique. Si nous partons cette fois d'un alcène qui ne possède pas d'information stéréochimique, l'addition se fera avec la même probabilité sur les deux faces de l'alcène, et si nous créons cette fois un centre stérogène sur cette molécule, nous obtiendrons des configurations absolues opposées pour ces deux produits qui sont dans les mêmes quantités. Nous avons donc ici deux énantiomères sous forme d'un racémique. Intéressons-nous maintenant à ce qui se passe dans les trois cas particuliers des réactions qui ont été mentionnées précédemment. La réaction d'hydroboration nous a servi d'exemple pour discuter des questions de sélectivité. Nous allons la revoir rapidement ici. Donc, elle consiste en la formation d'une liaison BH et d'une liaison CH à partir de la liaison pi de l'alcène, via ce type d'état de transition à 4 centres. En absence d'intermédiaire réactionnel, l'influence des effets électroniques
est relativement faible sur cette réaction, c'est donc les effets stériques qui vont prédominer. Donc si nous avons différents types d'alcènes, ce sont les alcènes les moins encombrés et donc les plus accessibles qui vont pouvoir réagir le plus rapidement. Ainsi, sur ce substrat qui possède deux fonctions alcènes, une qui est monosubstituée et une qui est trisubstituée, si nous utilisons un équivalent de réactif d'hydroboration, nous pourrons faire sélectivement l'hydroboration de la double liaison la moins substituée. Cette sélectivité est complètement inverse à celle des autres mécanismes d'addition électrophile via carbocation ou via l'ion allonium ponté, où dans ce cas-là, c'est les alcènes les plus riches en électrons qui réagissent le plus rapidement. Le réactif BH3 peut être remplacé par d'autres types d'organoboranes de type R2BH ou RBH2. Cela aide notamment à améliorer la régiosélectivité de la réaction. En effet, en mettant des substituants plus volumineux sur l'atome de bord, nous augmentons la différence de taille entre les deux parties de la molécule qui se fixent sur l'alcène. Voyons maintenant rapidement les caractéristiques de la réaction d'hydrogénation. Elle consiste en l'addition entre une liaison pi et une molécule de dihydrogène. Cette réaction est cinétiquement défavorisée. Il va donc falloir utiliser un catalyseur pour l'accélérer. Ce catalyseur est en général un catalyseur métallique, tel que du palladium, du platine, du ruthénium, du rhodium, de l'iridium, qui peut être homogène, c'est-à-dire dissous dans le milieu réactionnel, ou hétérogène, c'est-à-dire insoluble dans le milieu réactionnel. Le mécanisme catalysé par les métaux est assez complexe et comporte des intermédiaires organométalliques. Nous n'allons pas nous y intéresser pour l'instant, vous l'étudierez plus tard. Ce que nous pouvons voir en approche simplifiée, c'est que le métal peut se combiner avec la molécule de dihydrogène pour donner ce type d'intermédiaire avec les atomes d'hydrogène fixés sur le métal. À partir de là, il est possible de transférer de façon concertée les deux atomes d'hydrogène sur la molécule comportant la liaison pi et obtenir le produit d'hydrogénation. Vu que ce transfert est concerté, nous avons ici une stéréospécicité sin pour cette réaction d'hydrogénation. Au niveau du substrat, c'est les effets stériques, comme précédemment pour l'hydroboration, qui vont prédominer. Ces effets stériques vont donc nous dire que c'est la liaison pi la plus accessible qui va réagir préférentiellement. Nous le voyons sur cette diapositive. Si nous mettons ici du dihydrogène en présence de ce catalyseur qui est du palladium déposé sur du charbon, avec une atmosphère de dihydrogène, nous pouvons sélectivement hydrogéner cette double liaison monosubstituée sans faire réagir celle-ci qui est trisubstituée. Le substrat carboné joue également une influence au niveau du choix entre le fait d'avoir un alcène ou un alcyne. Pour les alcynes, en effet, le choix du catalyseur permet de décider de ce qui va être obtenu en fin de réaction, c'est-à-dire de faire réagir les deux liaisons pi de l'alcyne pour aller à l'alcane, ou d'en faire réagir une seule pour s'arrêter à l'alcène. Pour l'instant, nous ne vous demandons pas de retenir ces choix de catalyseur, vous apprendrez ça plus en détail l'an prochain. Si en examen, nous vous donnons ce type de réaction, nous vous indiquerons si le catalyseur est capable ou non de faire s'arrêter la réaction à l'alcène ou d'aller jusqu'à l'alcane. Ce qui est intéressant, c'est que dans le cas où on va à l'alcène, le catalyseur étant le palladium de Lindlar, nous pouvons nous arrêter à cet alcène, mais vu que la réaction se fait avec transfert des deux protons de façon simultanée, il se retrouve du même côté de l'alcène dans le produit final. Et cette méthode permet donc de préparer des alcènes Z de façon stéréosélective. Traitons maintenant la réaction d'époxydation. Donc elle consiste en une réaction de cycloaddition entre la liaison pi et un atome d'oxygène. Pourquoi appelons-nous cela une réaction de cycloaddition? Car c'est une réaction d'addition qui crée un cycle. Ainsi, nous avons deux nouvelles liaisons carbone-oxygène qui sont présentes ici. Le type de réactifs que nous utilisons sont appelés des peracides ou des acides percarboxyliques de ce type-là. Nous avons ici les deux déplacements électroniques qui correspondent bien au mécanisme de l'addition sin.
ils sont complétés par deux autres déplacements électroniques internes au substrat qui permettent de transférer cet atome d'oxygène et d'aller vers l'acide carboxylique correspondant. Qu'est-ce qui se passe plus en détail? Si nous regardons, nous utilisons la liaison pi de l'alcène qui vient réagir sur cet atome d'oxygène, ce qui entraînera la rupture de cette liaison oxygène-oxygène. En effet, les deux atomes d'oxygène sont électronégatifs, il va donc être facile de rompre cette liaison. Et si vous regardez, nous pouvons la rompre dans ce sens-là, car en la rompant ainsi, nous bénéficions de l'effet attracteur d'électrons de cette double liaison carbone-oxygène. Ainsi, nous rabattons les électrons de cette façon-là, ce qui créera maintenant une double liaison à ce niveau-là. Et nous utilisons cette double liaison pour aller chercher l'atome d'hydrogène qui était présent ici. Ainsi, nous obtenons bien l'acide carboxylique. Cet atome d'hydrogène peut maintenant céder les électrons de sa liaison oxygène-hydrogène pour réussir à transférer des électrons vers le deuxième atome de carbone de l'alcène et aller ainsi au produit final. Donc, de cette façon-là, nous formons cette fonction époxyde qui est ce cycle à 3 atomes comportant un atome d'oxygène. Ce sont des molécules assez réactives mais toutefois assez stables pour être isolées. Au niveau du substrat carboné, la vitesse de réaction est dépendante de la densité électronique de la liaison pi. C'est donc cette fois la double liaison la plus substituée qui va réagir en général le plus rapidement. Ainsi, si nous prenons cette molécule comportant deux fonctions alcènes que nous faisons réagir avec ce péracide, nous faisons l'époxydation sur la double liaison la plus riche en électrons.